Grande édition du journal télévisé Actu 30, voici le principal titre. En otage depuis le 16 février dernier, Thomas Lubanga, Floribert Djambou et d'autres otages de la Task Force libérés de main des miliciens Codeco. Dépôt ce mardi à l'Assemblée nationale du rapport annuel de la Commission électorale nationale indépendante. Rapport qui reprend toutes les activités menées par la CENI du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Et puis les avis sont partagés entre les juristes après l'arrêt de la Cour de cassation annulant la condamnation à 13 ans de Vital Kamerhe par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le détail, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Parti en zone rebelle en vue d'entamer des discussions avec les chefs des milices, Thomas Lubanga et ses 3 coéquipiers pris en otage par les miliciens Codeco depuis le mois de février dernier ont retrouvé la liberté ce mardi 12 février 2022. Nous constituons pour nos ravisseurs des trophées avec lesquels ils pouvaient faire des chantages autant qu'ils le voulaient et pendant des mois. Mais une coordination parfaite de nos forces armées avec les colonels qui étaient avec nous a conduit à défaire ce groupe qui ne réfléchit que le mal. Nous avons bénéficié des orientations véritablement professionnelles de la part de secteurs opérationnels, de la part de la garde républicaine, de la part de la maison militaire. Tout était mis en œuvre pour que notre libération puisse réussir. Et c'est une libération de guerriers, c'est une libération de bravoure. La délégation de la Task Force est attendue à Kinshasa. Cette prise en otage était intervenue dans le contexte d'une campagne menée auprès des leaders de groupes armés pour les inciter à déposer les armes que les 8 membres de la Task Force ont été pris en otage. Arrivé à Goma dans l'après-midi du lundi 11 avril 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la réunion de sécurité élargie. Ce sont plusieurs autres secteurs touchant la vie de la province qui ont été passés en revue. On prit part à cette séance du travail les députés nationaux et sénateurs, le membre du gouvernement dont le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, 2 ministres d'État parmi lesquels celle en charge de la justice et garde-sceaux, son collègue des infrastructures et travaux publics ainsi que celui du budget. Autres membres du gouvernement présents, le ministre de la Défense nationale ancien combattant, de l'industrie, de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que celui de la communication et médias porte-parole du gouvernement. Le chef d'État-major général de FARDC, le commissaire général de la police nationale congolaise était aussi présent aux côtés des autorités provinciales. Durant plus de 2 heures, c'est toute la situation de la province qui a été abordée de fond en comble. Cette visite du Premier ministre dans le Nord Kivu fait suite à plusieurs recommandations que nous avons reçues de la Commission de défense de l'Assemblée nationale et des plusieurs voix que nous avons entendues dans l'opinion qu'il fallait faire l'évaluation de l'état de siège. Parce qu'il est ici question de regarder les points forts, de regarder les points faibles et de voir dans quelle mesure on améliore là où il y a nécessité d'améliorer dans l'objectif principal, et il ne faut pas l'oublier, de ramener la paix dans cette partie du pays. Bien avant de tenir cette réunion de haute importance, le Premier ministre chef du gouvernement avait échangé avec les humanitaires œuvrant sur place. Une façon de le rassurer du soutien du gouvernement dans le travail qu'ils abattent au quotidien dans cette région marquée par l'insécurité. Cette fois-ci, le Premier ministre nous a annoncé sa visite en particulier pour des raisons sécuritaires, militaires, d'un ordre un peu plus stratégique pour le pays, et a voulu s'assurer en fait de la bonne collaboration qu'il existait entre l'ensemble de la communauté humanitaire et ses services, ainsi que voulu entendre en fait, les plaidoyers qu'on aurait pu avoir à lui porter. Outre l'évolution du fonctionnement de la province placée sous état de siège, cette visite du Premier ministre s'effectue aussi dans le cadre des préparatifs de la visite du pape en RDC programmée en juillet prochain. Les membres du bureau et de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante ce mardi à l'Assemblée nationale. Conduite par son président Denis Kadima, l'équipe de la CENI a déposé auprès de Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement, le rapport annuel de cette institution d'appui à la démocratie. Rapport allant de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Que nous faisons
une description des activités menées et une analyse des résultats obtenus. Évidemment, en expliquant le contexte dans lequel nous avons travaillé et le contexte général du pays sur le plan politique, sur le plan électoral, nous touchons aussi à ça. Et bien sûr, nous fondons aussi la chose sur notre stratégie, une stratégie que nous avons mise en place aussitôt que nous avons commencé, qui décrit notre vision, nos valeurs, les axes stratégiques, etc. Donc c'est plus ou moins ça. Le successeur de Corneille Nangaa a par la même occasion réitéré la volonté d'organiser de bonnes élections dans le délai constitutionnel. La CENI a l'ambition d'organiser des élections de bonne qualité et à temps, c'est-à-dire selon les délais constitutionnels. Nous n'allons pas le faire dans la précipitation, mais en fait nous travaillons au-delà des heures normales de travail. Je peux vous dire que même ce week-end, nous avons travaillé aussi bien samedi que dimanche. Donc ce n'est pas la précipitation, mais c'est plutôt l'assiduité qui caractérise notre travail, en dépit du fait que nous avons été, cette CENI a été mise en place avec 28 mois de retard. Et alors nous travaillons d'arrache-pied pour que les élections aient lieu à temps et des élections crédibles. À la population, c'est ce que j'ai dit, je les encourage, j'encourage notre population à s'approprier ce processus électoral parce que la CENI, à elle seule, n'aurait même pas besoin d'organiser des élections. Nous voulons que notre population vienne participer à toutes les étapes du processus électoral. Ce rapport sera examiné par les députés nationaux au cours d'une plénière dans le tout prochain jour. Une délégation des notables de la cité de Lodja a reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko-Diampouanga. C'était dans la soirée du lundi 11 avril 2022. N'ayant pas mandat de s'adresser directement aux députés nationaux, ses fils et filles de la province du Sankourou sont venus solliciter auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement son implication pour la bonne marche des institutions provinciales en vue de la résolution efficace des problèmes qui touchent la province. Est venu solliciter l'implication du président de l'Assemblée nationale pour trouver des solutions aux préoccupations des fils et filles de Lodja. Et au niveau des institutions nationales, nous sommes venus demander également son appui, son implication d'homme d'État, plein de maturité, du président de l'Assemblée nationale, pour pouvoir intervenir et jouer son rôle pour résoudre quand même, s'il faut que je le dise, des motions à répétition adressées à l'un d'entre nous qui représente les territoires de Lodja. Les hôtes du président de l'Assemblée nationale affirment avoir bénéficié de l'oreille attentive de Christophe Mbosonko-Dia qui a invité les uns et les autres à travailler pour une paix durable dans le Sankourou. La gouverneure de la Banque centrale du Congo, Marie-France Malango Kabedi, reçue ce mardi par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Un tête-à-tête plutôt rare entre le responsable de ces deux institutions, mais justifié suite à la crise russo-ukraine qui demande l'implication de tous pour en amenuiser l'impact. Nous avons eu des discussions sur des questions d'actualité, sur l'état de notre économie, sur les perspectives économiques, sur les questions du jour. Comme vous savez, il y a un intérêt de part et d'autre sur l'impact de ce qui se passe aujourd'hui à l'économie internationale pour notre économie et sur les politiques que ceux qui ont la charge de politique doivent mettre en place pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt des épargnants en ce qui concerne la Banque centrale, pour la protection de l'épargne publique. Et donc tous ces sujets ont été discutés avec l'honorable président. La gouverneure de la Banque centrale du Congo n'a pas manqué de saluer les efforts du Sénat dans l'augmentation des recettes additionnelles pour l'exercice 2022, grâce notamment aux différentes missions effectuées par les membres de la commission ECOFIN de cette chambre haute du Parlement.
Dans le cadre du contrôle parlementaire, les sénateurs a auditionné au cours de la plénière du lundi 11 avril la ministre de Culture, Arts et Patrimoine, Kati Katungu. Ces membres du gouvernement étaient venus répondre à la question orale lui adressée par les sénateurs Denis Kambaï sur l'embargo décrété contre la production des artistes musiciens congolais à l'espace Schengen. Madame la ministre, depuis une dizaine d'années, les artistes musiciens congolais ne se produisent plus dans l'espace Schengen devant l'œil impuissant de notre gouvernement, de tous les gouvernements qui se sont succédés depuis le 19 février 2011 à Bataclan, le dernier concert de Papa Wemba et de Werason. À la lumière de ce qui précède, et nous référons aux dispositions des articles 100 de la Constitution alinéa 2 ainsi que 154 et 155 du règlement intérieur du Sénat, nous invitons Madame la ministre en charge de la culture, art et patrimoine à présenter à l'auguste plénière la politique mise en place dans son secteur pour en finir avec les calvaires que traversent nos artistes musiciens, ambassadeurs attitrés de notre culture. Dans ces éléments de réponse, la ministre Kati Katungu s'est insurgée contre le relâchement des autorités européennes face à cette situation. S'en prendre à la culture doit continuer à être sanctionné et les personnes qui s'en rendent coupables doivent être tenues pour pénalement responsables, a formellement déclaré la ministre de la Culture. Des réponses qui ont suscité d'autres préoccupations du sénateur lors du débat général. De préoccupations pour lesquelles la ministre a sollicité et obtenu du Sénat un délai de quelques jours pour y répondre. Après la décision de la Cour de cassation annulant la condamnation de Vital Kamerhe, les réactions fusent de partout. Si pour certains cela est une victoire politique qui blanchit l'ancien Dirkaba de Félix Tshisekedi, pour d'autres encore, le fait étant Vital Kamerhe face à la justice est encore loin d'être clôturé. Maître Régide Yungu, avocat près de la Cour d'appel et chercheur en droit humain, démocratie et élection, dans sa lecture, cette décision a suivi la procédure. Pour dire que cette décision de la Cour de cassation suit la procédure normale dans un procès pénal. C'est-à-dire lorsque vous n'êtes pas satisfait de certaines décisions de différentes juridictions, vous pouvez faire toujours vous avez le droit d'utiliser vos moyens de recours. Je peux dire ça en français facile pour le commun des mortels. Lorsque la décision qui a été prise, par exemple, à la première juridiction, le cas de Vital Kamerhe au tribunal de grande instance, et que cette décision ne satisfaisait pas l'honorable Kamerhe, il avait le droit d'interjecter appel. Donc c'est un recours qu'on appelle recours ordinaire. Et ça entre dans le cadre de double degré de juridiction. Autre son de cloche, celle de ceux qui crient à une violation du code des procédures. M. Vital Kamerhe a été déjà condamné à 13 ans de service pénal. Sa situation ne s'est pas aggravée, mais plutôt parce qu'ils ont allé en appel. Mais évoquer cette disposition pour permettre à la Cour de cassation de pouvoir casser l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ça est une violation flagrante du Code de procédure pénale congolais. Ils vont très loin même pour imposer la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe de pouvoir changer la composition, c'est-à-dire l'indépendance du juge de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe n'est plus encore de règles. Et il a même imposé à la Cour d'appel de pouvoir revisiter la composition, ce qui est grave. Pour rappel, cette décision de la Cour de cassation vient annuler la condamnation en appel de Vital Kamerhe à 13 ans de prison prononcée le 15 juin 2020. Devant la presse iséroise, le ministre de la Communication et médias du Haut-Tuélé égrène les réalisations du gouvernement Bassène Enonga l'une après l'autre depuis l'avènement du gouverneur il y a 3 ans tout juste. Nous sommes trop fiers d'autant plus que cela constitue un actif incommensurable du gouvernement Bassène. Ailleurs, des retombées positives sur l'économie de la province, à l'instar de la baisse des prix des articles en provenance de l'Est. À la grande satisfaction de la population qui salue la vision
du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se matérialisant par son représentant spécial du gouvernement, l'honorable Christophe Bassiane Nanga. Un point d'honneur est fait au secteur infrastructurel, tant routière que immobilière, où l'exécutif a battu tous les records depuis la naissance de la province. Deux acquis qu'il faudra préserver à tout prix, selon Jules Magbaï. Le gouvernement provincial a réhabilité 1287 km de routes, la construction de 7 ponts et les 2 autres réhabilités. Un hôtel du gouvernement provincial et une résidence officielle, mais aussi au nom du principe de la continuité des services de l'État, engagé à parachever et à rénover les installations du bureau de l'Assemblée provinciale, ainsi que d'autres édifices pouvant absorber tous les services de l'État. En dépit de ce prouesse, le gouvernement provincial reconnaît les défis qui restent à relever dans plusieurs domaines de la vie publique, conformément à son programme d'action inspiré par la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour le bien-être de la population. De longues files de véhicules et de motos dans les stations-service, c'est un peu le constat depuis quelques semaines dans la capitale congolaise. Si le gouvernement dément la thèse de la pénurie des carburants, il demeure plutôt vrai que les produits pétroliers sont devenus beaucoup plus prisés que d'habitude, suite notamment aux échos de la rareté due à la guerre russo-ukraine. Mais au Congo-Kinshasa, les carburants ne constituent pas la seule situation sociale déconcertante à ces jours, car à côté, il y a également la hausse vertigineuse de denrées alimentaires. Plus inquiétant en cela, c'est le pain qui a aussi augmenté, sinon les grammages réduits. Pourtant, le pain a toujours été la rare des denrées alimentaires à subir la vague de flambée de prix qui frappe l'économie congolaise. Mundela zoloba farine saki ezomata dollar ezomata yango yeba ezomata salipa na ya zokondi sango bakilia bazo déclarer lipa ya 300 eza mukie lipa ezalaki ya 200 lelo komi 300 toko kate ese lipa onga rosoma ona 750 lipa oyo nasoma ona 750 siko bana na ndaku na kotika nini na ndaku po walia combien nati oyo na nosoma ngo 200 lipa oyo na moso mango 300 lipa onga na noso ma 2300 gouvernement ba ranger makambo boye sala makana mboka na biso Kongo na mboka mususu makambo esa marate lipo toto somba 500 mais le loko mi 750 oh nanu botango alaki 500 na oliongo na otonda te ko mi su 750 oyo ezalaki 200 tala lipa 300 boye penda hein penda lipa penda o mutu akolia 300 lipa 300 gouvernement azwa solution ya mboka oyo pona social ya congolais eza boete. D'aucuns s'inquiètent donc et se demandent si la situation ira de mal en pis avec cette crise au niveau international. Mais c'est à l'État congolais de démontrer sa capacité de résilience. Solution maramo au gouvernement Joango pa oda pena. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité à Actu 30.